Ma famille a tout donné à mon frère aîné et m'a laissé sans abri. Alors j'ai changé de nom, construit un empire et refusé de les sauver lorsqu'ils sont tombés. Je suis Ethan, un homme de 26 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai été qu'une pensée secondaire dans ma propre famille. Mon frère aîné, Lucas, était le premier-né, l'enfant prodige, la fierté et la joie, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi? J'étais juste l'extra, celui qui devait s'effacer, faire des sacrifices et ne jamais remettre en question pourquoi les choses étaient ainsi. Ça a commencé tôt. Les anniversaires? Ceux de Lucas étaient de grandes affaires, ballons, gâteaux et cadeaux coûteux. Les miens étaient plus simples, une réunion plus modeste, un cadeau moins clinquant, et parfois même une célébration partagée avec un autre événement familial. On ne m'a jamais dit explicitement que Lucas était plus important, mais avec le temps, le message est devenu clair. Ses jalons comptaient plus. À l'école? Il est allé dans une académie privée avec une éducation de premier ordre, des tuteurs et des activités extrascolaires. Moi, j'ai fréquenté l'école publique et j'ai dû me débrouiller seul. Quand Lucas a eu 16 ans, mes parents lui ont remis les clés d'une voiture neuve. 2 ans plus tard, quand j'ai eu 16 ans, on m'a dit de commencer à économiser pour une voiture d'occasion. Chaque fois que je demandais pourquoi les choses étaient différentes pour moi, la réponse était toujours la même, Lucas est le premier-né, il a plus de responsabilités, donc il mérite plus. C'était la règle dans notre famille, une tradition transmise de génération en génération, les premiers-nés recevaient tout parce qu'on attendait d'eux qu'ils perpétuent le nom de la famille. Les cadets? Nous étions juste là. J'ai essayé d'y croire. Peut-être étais-je égoïste. Peut-être devais-je être reconnaissant d'avoir une famille. Alors j'ai gardé la tête basse, travaillé dur et demandé peu. Mais à 18 ans, la réalité m'a frappé comme une brique. Lucas a été accepté dans une université coûteuse, et mes parents étaient ravis. Ils ont payé ses frais de scolarité, lui ont acheté tout ce dont il avait besoin et lui ont même envoyé une allocation mensuelle. Une semaine plus tard, je me suis assis avec eux pour parler de mes projets d'université, espérant qu'ils m'aideraient aussi. Au lieu de cela, ils m'ont tendu une pile d'offres d'emploi et m'ont dit « Tu es adulte maintenant, il est temps de contribuer ». Juste comme ça, j'étais livré à moi-même. Je n'ai même pas eu le temps de m'en remettre qu'ils m'ont imposé une nouvelle exigence, le loyer. Si je voulais rester à la maison, je devais commencer à payer ma part. Pendant ce temps, Lucas, qui vivait dans un appartement entièrement meublé payé par eux, n'avait jamais à lever le petit doigt. Je n'avais presque pas le temps d'être en colère. J'étais trop occupé à travailler à 2 emplois juste pour garder un toit au-dessus de ma tête, tandis que mon frère faisait la fête à l'université. Je jonglais avec des quarts de nuit dans une station-service et des cours du matin dans un collège communautaire. Chaque centime que je gagnais allait au loyer, à la nourriture et aux frais de scolarité. Mes parents? Ça leur était égal. Ils ont même eu l'audace de me dire que je devrais être fier d'aider à alléger leur fardeau. Lucas, bien sûr, trouvait ça hilarant. À chaque fois qu'il rentrait pour les vacances, il faisait des remarques narquoises sur mon air fatigué, disant que je devrais simplement demander de l'aide à papa et maman comme il le faisait, comme si je n'avais pas déjà essayé, comme s'il ne savait pas à quel point tout cela était injuste. La goutte d'eau est arrivée quand j'avais 20 ans. J'avais enfin économisé assez d'argent pour déménager et transférer dans un meilleur collège. Je me sentais bien, comme si, peut-être, je commençais enfin à m'en sortir. Mais ensuite, mes parents m'ont convoqué pour une discussion familiale. Lucas avait décidé de poursuivre des études supérieures, et mes parents ressentaient déjà une pression financière. Ils s'étaient épuisés à couvrir ses frais de scolarité, avaient vidé leurs économies et même contracté des prêts à leur nom pour le maintenir à flot. Maintenant, avec leurs finances dans un état précaire, ils se sont tournés vers moi, s'attendant à ce que je prenne des prêts à mon nom pour que Lucas n'ait pas à s'inquiéter de dettes. Quand j'ai refusé, ils étaient furieux. Ils m'ont traité d'égoïste, d'ingrat, de honte pour la famille. Lucas travaille pour quelque chose de grand, ont-ils dit. Tu devrais être heureux de le soutenir. C'en était trop. J'étais fini. Le lendemain matin, j'ai retiré chaque dollar que j'avais, fait mes valises et je suis parti. Sans avertissement, sans au revoir. J'ai changé de nom, supprimé mes réseaux sociaux et disparu complètement de leur vie. La première chose que j'ai faite? J'ai légalement changé mon nom de famille. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus lié à eux. Les premières années ont été difficiles. J'ai lutté. J'ai dû tout reconstruire de zéro. Mais au moins,
j'étais libre. Plus d'obligations familiales, plus d'attentes, plus d'être traité comme un citoyen de seconde classe dans ma propre maison. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un emploi et construit une vie pour moi, une vie où je n'étais pas constamment comparé à Lucas, où je n'étais pas juste une pensée secondaire. Et pendant 6 ans, j'ai eu la paix. Jusqu'à la semaine dernière. J'étais au travail quand j'ai reçu l'email. L'objet ? J'ai besoin de ton aide. C'était de Lucas. Au fil des ans, j'avais entendu par des connaissances éloignées que les affaires de Lucas ne marchaient pas aussi bien qu'il aimait le prétendre. Les investisseurs se retiraient, il perdait de l'argent rapidement et les créanciers se rapprochaient. Au début, il essayait de sauver les apparences, prétendant qu'il réussissait toujours. Mais quand même nos parents ne pouvaient plus financer ses échecs, la façade s'est effondrée. Il était désespéré, et maintenant, pour la première fois, il avait besoin de moi. Et juste comme ça, le passé est revenu en force. Pendant 6 ans, je n'avais pas eu de nouvelles de Lucas ou de mes parents, pas un seul email, texto ou appel. C'était comme si je n'avais jamais existé pour eux, ce qui était exactement ce que je voulais. J'avais construit ma propre vie, libre de leurs attentes et manipulations. Puis, de nulle part, un email est apparu dans ma boîte de réception. L'objet était simple, j'ai besoin de ton aide. C'était de Lucas. Le message était long, presque trop long. Il parlait sans fin de la tournure dramatique que prenaient les choses, de l'échec de son entreprise, de ses dettes écrasantes, de la banque qui le poursuivait, de la perte imminente de tout. Au début, j'ai cru à une erreur, peut-être une arnaque, peut-être qu'il avait voulu envoyer ça à quelqu'un d'autre. Mais non. Il mentionnait des détails de notre enfance, des choses que lui seul pouvait savoir. Et puis, à la fin, il a révélé la vraie raison de son message, nos parents avaient aussi des problèmes. Il n'a pas dit comment ni pourquoi, juste qu'il traversait une période très difficile, et comme j'avais une bonne vie maintenant, c'était à moi de me montrer à la hauteur. J'ai lu l'email 2 fois, 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis parti. Pendant des heures, j'ai essayé de l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus. Alors j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place, j'ai enquêté. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir ce qui s'était vraiment passé. L'entreprise de Lucas vacillait depuis des années, se maintenant à peine à flot grâce à des investissements risqués et des promesses excessives. Au début, il avait connu un certain succès, mais des fissures se formaient en coulisses, dettes impayées, accords échoués et poursuites judiciaires qui s'accumulaient. Finalement, tout s'est effondré, entraînant des articles, des posts sur des forums et même quelques reportages exposant sa mauvaise gestion et ses pratiques frauduleuses. Apparemment, il dirigeait une sorte de firme d'investissement qui promettait de gros rendements, le classique, marketing tape à accent grave l'œil, costume coûteux et confiance démesurée. Mais tout cela s'est révélé douteux. Les clients ont perdu de l'argent, des poursuites ont été déposées, l'entreprise a fermé et Lucas s'est retrouvé sans rien. Et mes parents ? Ils avaient financé ses aventures entrepreneuriales dès le départ. Pendant des années, ils avaient injecté de l'argent en lui, pleinement convaincus que leur enfant prodige était destiné à réussir. Et maintenant que tout s'était écroulé, ils n'avaient plus rien. C'était presque drôle. J'avais passé toute ma vie à entendre que je ne valais pas la peine d'investir, que Lucas était l'avenir de notre famille, que tous les sacrifices étaient nécessaires pour soutenir sa grandeur. Et maintenant, ils étaient ruinés et voulaient que je nettoie leur désordre. J'ai supprimé l'email. Le lendemain, mon téléphone a commencé à vibrer. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un autre appel, encore un autre. Puis un texto, il faut qu'on parle, décroche s'il te plaît. C'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, mais dès que j'ai écouté le message vocal, j'ai reconnu le ton, cette même douceur culpabilisante qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Elle n'a pas mentionné le passé, ne m'a pas demandé comment j'allais. Au lieu de cela, elle est passée directement à « Nous sommes toujours une famille ». J'ai arrêté d'écouter après ça. Pendant la semaine suivante, les messages ont continué à arriver, différents numéros, différentes tentatives pour me faire sentir coupable. Lucas a envoyé un autre email, cette fois plus court et plus en colère. Il m'a accusé d'abandonner la famille, de leur tourner le dos quand ils avaient le plus besoin de moi. Je l'ai ignoré. Puis mes parents ont envoyé leur propre version d'excuses. Ils ont admis avoir fait des erreurs, qu'ils auraient pu mieux me traiter, mais ils n'ont jamais vraiment dit pardon. Au lieu de cela, ils revenaient toujours au même message, la famille reste unie.
J'ai finalement répondu avec une seule phrase, « Je ne suis pas votre plan de secours ». Le lendemain, un autre email est arrivé, cette fois un ultimatum, si je tenais vraiment à la famille, je rentrerais à la maison pour aider. Sinon, il saurait où j'en étais. Cela a rendu les choses faciles. J'ai coupé toutes les voies qu'ils avaient pour me contacter, email, numéro de téléphone, même les connexions communes qui essayaient de me culpabiliser pour que je leur parle. Bien sûr, ce n'était pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Certains parents ont essayé de me contacter en personne, d'autres ont utilisé de nouveaux numéros ou de faux comptes. Mais j'ai tenu bon. Mes limites étaient non négociables. Je pensais que c'était fini. Puis, 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Lucas était là. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai su que les choses avaient empiré. Lucas se tenait là, ne ressemblant en rien au frère dont je me souvenais. Ses vêtements coûteux, qu'il aimait autrefois exhiber, étaient froissés et négligés, des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Pour la première fois de sa vie, il avait l'air de quelqu'un que la réalité avait rattrapé. Il a essayé d'avancer, mais je n'ai pas bougé. Au début, il a agi comme si c'était une simple conversation, comme si nous étions toujours des frères rattrapant le temps perdu après des années, mais sa voix tremblait. Il n'était pas là pour une réunion amicale. Il était désespéré. Il a commencé à parler vite de la gravité de la situation, de la lutte de nos parents, de son manque de soutien, de moi comme seule personne capable de régler ça. Ce n'était même pas une demande, c'était une attente. Je n'ai pas dit un mot. Je ne l'ai pas invité à entrer. C'est alors que la culpabilisation a commencé. Il a parlé de comment papa et maman s'en sortaient à peine, comment ils avaient tout sacrifié pour nous deux, pas seulement pour lui, comment la famille reste unie, comment je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je n'ai toujours pas bougé. Puis son ton a changé. Il est passé de la supplication à la frustration, son visage se tordant comme s'il n'arrivait pas à croire que je ne cédais pas immédiatement, comme si j'étais celui qui était difficile. Il a dit que j'étais égoïste, que je tournais le dos à la famille, que ma petite rancune avait assez duré. J'ai finalement répondu. Je lui ai rappelé chaque chose que nos parents avaient faite, comment il ne m'avait jamais traité comme un égal, comment j'avais été jeté dehors à 18 ans sans rien pendant qu'on lui donnait tout, comment j'avais passé des années à me débrouiller pendant qu'il vivait comme un roi. Sa réponse ? Un haussement d'épaule. C'est juste comme ça que les choses étaient. Tu aurais dû comprendre. C'était tout. C'était tout ce qu'il avait à dire. Pas de remords, pas de regrets, juste la même attitude qu'il avait toujours eue, que j'étais censé accepter d'être traité comme moins parce que c'était décidé pour moi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, pas de ressentiment. J'étais juste fini. Je lui ai dit qu'il devait partir. C'est alors que la crise a éclaté. Il a commencé à crier, disant que je le regretterais, que je faisais une énorme erreur, que j'avais laissé des influences extérieures me retourner contre ma propre famille, que j'étais juste amer parce qu'il avait toujours été plus successful. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé balancer toutes les insultes qu'il pouvait trouver. Puis je lui ai dit quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années, notre passé ? Ça n'a plus d'importance maintenant. Quel que soit le lien que nous avions enfant, quel que soit le lien que tu pensais qu'on partageait, c'était fini dès que je suis parti de cette famille. J'ai cessé d'être leur filet de sécurité. Je ne vous dois rien. Son visage est devenu rouge, ses mains se sont serrées en poing à ses côtés. Puis, sans un mot de plus, il s'est retourné et est parti en trombe. 1 heure plus tard, j'ai reçu un dernier email de mes parents. Il était court. Ils étaient profondément déçus de moi. Je les ai bloqués. Je pensais que c'était fini. Puis, le lendemain, une connaissance commune m'a contacté. Apparemment, Lucas et mes parents n'en avaient pas fini avec moi. Ils avaient un nouveau plan pour me ramener, et c'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé avec un seul message. Une connaissance commune, quelqu'un avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a contacté avec un avertissement. Ils m'ont dit de faire attention car ma famille préparait quelque chose de radical. J'ai demandé ce qu'ils voulaient dire. La réponse m'a glacé le sang. J'ai commencé à remarquer un schéma, des messages de parents éloignés posant des questions vagues sur mes finances. Certains laissaient entendre que je m'en sortais bien, d'autres me demandaient carrément si j'avais touché le jackpot. Perplexe, j'ai cherché à en savoir plus.
C'est alors que j'ai découvert le mensonge que Lucas et mes parents répandaient, que j'étais secrètement riche, accumulant de l'argent pendant qu'ils souffraient. Quand j'ai abordé la question publiquement, j'ai clarifié une chose, l'argent que j'avais, je l'avais gagné, pas reçu, et je ne leur devais rien. Ils ne se contentaient pas de dire que je m'en sortais bien, ils faisaient croire que j'avais touché le jackpot. Certaines versions de l'histoire prétendaient que j'avais gagné à la loterie, d'autres disaient que j'avais reçu un énorme héritage d'un parent inconnu. L'une des plus ridicules était que j'avais investi tôt dans la crypto et que j'étais maintenant assis sur des millions. Peu importe la version, la conclusion était la même, j'avais abandonné ma famille malgré ma richesse. Lucas et mes parents avaient fabriqué une histoire sur leur lutte pendant que j'étais censé accumuler de l'argent, refusant de les aider par pur égoïsme. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que les messages commencent à arriver. Des tantes, des oncles, des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont soudainement refait surface. Ils ne demandaient pas comment j'allais. Ils ne prenaient pas de nouvelles après des années de silence. Ils exigeaient que je fasse ce qui est juste. Certains étaient subtils, demandant comment j'allais, comment le travail se passait, si j'avais été béni financièrement. D'autres étaient carrément agressifs, m'accusant de tourner le dos à la famille. Un parent m'a même envoyé ses coordonnées bancaires et m'a demandé un petit prêt. Au début, j'étais confus. Puis j'ai vu les réseaux sociaux de Lucas. Il postait des messages vagues sur la trahison, parlant de comment la famille doit rester unie, et l'argent change les gens. Il se dépeignait comme une victime, le frère aîné en difficulté abandonné par un frère sans cœur qui avait tout. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux. Ils ont publié un post sur Facebook parlant de comment certains enfants oublient d'où ils viennent une fois qu'ils réussissent. Les commentaires étaient remplis de parents et d'amis de la famille gobant chaque mot. J'ai appelé Lucas. Dès qu'il a décroché, j'ai exigé de savoir pourquoi il répandait des mensonges sur moi. Il n'a même pas essayé de nier. Au lieu de cela, il m'a dit avec suffisance, « Eh bien, peut-être que si tu agissais comme une famille, nous n'aurions pas à dire ça aux gens. » C'en était trop. C'était leur plan. Ils ne voulaient pas seulement de l'argent, ils voulaient du contrôle. Ils voulaient me pousser à reprendre mon ancien rôle, le cadet, celui qui existait pour se sacrifier pour la famille. Ils pensaient que s'ils me mettaient dos au mur, je craquerais. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit, si tu penses que j'ai de l'argent, vas-y et poursuis-moi pour ça. Sinon, laisse-moi tranquille. Puis j'ai raccroché et j'ai commencé à bloquer des gens. Chaque personne qui m'a envoyé un message, m'a culpabilisé ou exigé que j'aide a été bloquée. J'ai supprimé d'anciens contacts, retiré des parents éloignés de mes réseaux sociaux et coupé toutes les voies qu'ils avaient pour me contacter. Mais je ne prenais aucun risque. Un ami qui avait vu des situations comme celle-ci dégénérer m'a conseillé de prendre des précautions légales. Ils m'ont dit de surveiller les tentatives de vol d'identité, les demandes de crédit frauduleuses et tout mouvement financier fait en mon nom. Je pensais qu'ils étaient paranoïaques. Puis la lettre est arrivée. C'était une notification légale officielle affirmant que Lucas et mes parents me poursuivaient. La raison ? Enrichissement sans cause. Ils soutenaient que parce que j'avais bénéficié des ressources familiales étant enfant, je leur devais maintenant une compensation financière pour tout le soutien qu'ils m'avaient donné en grandissant. C'était insensé, et je n'allais pas les laisser s'en tirer. La notification légale officielle est arrivée quelques jours plus tard. Lucas et mes parents me poursuivaient vraiment. La réclamation ? Enrichissement sans cause. Selon eux, j'avais bénéficié des ressources familiales étant enfant, nourriture, logement, nécessités de base. Et maintenant que je m'en sortais bien, je leur devais une compensation pour tout ce qu'ils m'avaient donné. Ils exigeaient une grosse somme d'argent, affirmant que sans leur sacrifice, je n'aurais jamais pu construire une vie pour moi-même. Ça aurait été risible si ce n'était pas si pathétique. J'ai apporté les documents directement à un avocat. Dès que mon avocat les a lus, il a secoué la tête. L'affaire n'avait aucun fondement juridique. C'était une tentative évidente de me soutirer de l'argent, une tentative désespérée pour m'intimider et me faire payer. Mais nous n'allions pas l'ignorer. Mon avocat m'a conseillé de prendre ça au sérieux, non pas parce qu'il pouvait gagner, mais parce que si je ne répondais pas, il pourrait faire traîner l'affaire et causer un stress inutile. Alors nous avons préparé une contre-attaque. Une réponse légale formelle a été rédigée, rejetant complètement leurs revendications et avertissant que s'ils poursuivaient, ils pourraient être tenus responsables de mes frais juridiques. Puis les choses ont pris une tournure inattendue. J'avais tout gardé sous silence, pas de publication publique,
pas de drame. Mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'est répandue. Des parents éloignés, d'anciennes connaissances, même des gens qui avaient autrefois soutenu Lucas et mes parents ont découvert ce qu'il faisait. Et les gens n'ont pas pris leur parti. La réputation de toute la famille a commencé à s'effondrer. Les mêmes parents qui m'avaient culpabilisé il y a quelques semaines se retournaient maintenant contre Lucas et mes parents. Certains m'ont contacté pour s'excuser d'avoir cru les mensonges, d'autres m'ont envoyé des captures d'écran de discussions familiales où les gens se moquaient de la poursuite. Même des gens qui n'avaient jamais porté d'intérêt à ma vie avant me contactaient soudainement, disant des choses comme « Je n'arrive pas à croire qu'ils feraient ça à leur propre fils ». Puis Lucas a fait une énorme erreur. Il a commencé à supprimer ses comptes de réseaux sociaux. Tous les posts sur la trahison familiale, disparus, les messages critiques sur comment l'argent change les gens, supprimés. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran avaient déjà été partagées, et le fait qu'il essayait d'effacer tout le rendait encore plus mal vu. Pendant ce temps, mes parents étaient en mode panique totale. Ils avaient complètement mal calculé la réaction des gens. Ils pensaient qu'en me faisant passer pour le méchant, la famille se rallierait à eux. Au lieu de cela, ils se faisaient critiquer de tous côtés. C'est alors que les appels désespérés ont commencé, un message vocal après l'autre me suppliant de régler l'affaire, affirmant qu'ils n'avaient jamais voulu que les choses aillent si loin. Ils m'ont supplié de leur donner quelque chose pour que ça ne ruine pas le nom de la famille. Je n'ai pas répondu. Puis Lucas a essayé de faire marche arrière. Il m'a envoyé un email disant que tout cela était juste un malentendu, que mes parents étaient ceux qui poussaient pour la poursuite, qu'ils n'avaient pas eu le choix de suivre. Il a même laissé entendre que si j'acceptais un règlement privé, il pourrait les convaincre d'abandonner. C'étaient les mêmes tactiques de manipulation qu'ils avaient utilisées toute ma vie. J'ai transféré l'email à mon avocat. Ils ont envoyé une contre-notification formelle. S'ils n'abandonnaient pas la poursuite immédiatement, nous poursuivrions pour diffamation. Dans les 48 heures, l'affaire a été abandonnée. Et le meilleur ? Lucas et mes parents étaient maintenant coincés avec les frais juridiques. La poursuite s'était complètement retournée contre eux. Ils pensaient pouvoir me faire peur pour que je paie. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés avec un désordre financier encore plus grand, qu'ils devaient nettoyer eux-mêmes. Puis le dernier message est arrivé, un email de mes parents. Ils prétendaient avoir appris leur leçon. Le message était empreint de regrets, parlant de « chance manquée d'être une meilleure famille ». Mais entre les lignes, je pouvais voir le schéma, l'attente tacite qu'une excuse suffisait à tout effacer. Et bien sûr, il était accompagné d'une demande d'aide financière. J'ai répondu avec 2 mots, pas question. Puis je les ai bloqués pour de bon. Des semaines ont passé, et pour la première fois depuis des années, tout était calme. Pas d'email, pas d'appel, pas de visite soudaine. Puis, juste quand je pensais qu'ils avaient enfin abandonné, un autre email est apparu dans ma boîte de réception. Il venait de mes parents. L'objet, nous comprenons enfin. Le message commençait par ce qui ressemblait à des excuses. Ils prétendaient réaliser leurs erreurs et vouloir se racheter. Ils parlaient de l'importance de la famille et de comment ils n'auraient jamais dû laisser les choses devenir si graves. Ça semblait presque sincère. Puis la culpabilisation a commencé. Ils m'ont supplié de rentrer à la maison. Ils ont dit que la vie était trop courte pour les rancunes. Ils m'ont averti que je regretterais de les couper. Ils ont essayé de faire comme si j'étais cruel en refusant de donner une autre chance à la famille. Je n'ai pas répondu. Un jour plus tard, Lucas m'a envoyé un email séparément. Son message était différent, court, direct. Il a admis avoir poussé les choses trop loin. Il a dit qu'il avait déconné et voulait réparer les choses. Il a même dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Je l'ai ignoré aussi. C'était trop soudain, trop calculé. Et j'avais raison de ne pas leur faire confiance, parce que le lendemain, tout a explosé. Mes parents sont passés en mode public. Ils ont publié un long message dramatique sur Facebook sur comment je les avais abandonnés. Ils ont parlé de comment ils m'avaient élevé, tout donné, et que je leur avais tourné le dos dans leurs moments de besoin. Pas un mot sur la poursuite, pas une mention de comment ils avaient essayé de m'extorquer de l'argent, pas une mention de comment ils avaient sali mon nom, ou comment ils avaient menti à notre famille élargie. Ils se sont dépeints comme les victimes. Et Lucas ? Il a recommencé à poster des messages critiques sur la trahison familiale. Il voulait de la sympathie. Il voulait que des étrangers prennent leur parti. Mais ça s'est retourné contre eux. Parce que cette fois,
les gens ont réagi. Des amis communs, d'anciens camarades de classe, même certains parents éloignés, des gens qui étaient restés neutres auparavant, les ont critiqués. La poursuite n'était pas un secret. Les gens savaient ce qui s'était passé. Et maintenant, les mêmes personnes qui avaient autrefois défendu ma famille se retournaient contre eux. Les difficultés financières de Lucas n'étaient pas vraiment un secret non plus. Des rumeurs circulaient qu'il était ruiné, qu'il avait perdu la plupart de ses amis, que ses échecs professionnels avaient fait de lui une risée. Les gens ont commencé à faire le lien, et soudain, le soutien que ma famille espérait n'était plus là. Puis, l'acte final de désespoir. Lucas m'a envoyé un dernier message. C'était une menace, si tu ne nous aides pas, nous révélerons des informations privées sur ton passé. C'était censé me faire peur. Ça ne l'a pas fait. J'ai répondu avec une phrase, vas-y, vois comment ça se passe pour toi. Rien ne s'est passé. Parce qu'il n'y avait rien à révéler. C'était juste un autre mensonge, une autre tentative vide pour reprendre le contrôle sur moi. Alors j'ai élargi la liste de blocage. J'ai bloqué Lucas, bloqué mes parents, bloqué chaque personne qui continuait à essayer de me culpabiliser. Et c'était fini. J'ai avancé, et j'ai prospéré. Des mois plus tard, j'ai entendu par une connaissance commune que Lucas avait dû retourner vivre avec nos parents. Ils étaient tous en difficulté. Pendant ce temps, je n'avais jamais été mieux, et je n'ai jamais regardé en arrière. Des mois ont passé avec ma famille bloquée et coupée. La vie semblait enfin normale. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas de demande soudaine d'aide. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment libre de leurs absurdités. Jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma banque. Ils avaient signalé une activité suspecte sur mon compte, plusieurs tentatives de connexion échouées et une tentative non autorisée de changer mon mot de passe. Le représentant au téléphone semblait inquiet, demandant si j'avais récemment essayé d'accéder à mon compte depuis un endroit inhabituel. Ce n'était pas le cas. Puis ils m'ont annoncé la partie qui m'a fait froid dans le dos, quelqu'un avait correctement répondu à mes anciennes questions de sécurité. Pas n'importe quelle question, celle liée à la famille. Le nom de mon premier animal de compagnie, la rue où j'ai grandi, le nom de jeune fille de ma mère. Un seul groupe de personnes pouvait connaître ces réponses. J'ai dit à la banque de geler mes comptes immédiatement. En quelques minutes, j'étais bloqué de tout, carte de crédit, épargne, même le fonds d'urgence que j'avais construit au fil des ans. J'ai passé l'heure suivante à changer tous mes mots de passe, à modifier les questions de sécurité, à activer l'authentification à 2 facteurs surtout. Puis j'ai appelé mon avocat. La banque a pris la tentative de fraude au sérieux, lançant une enquête sur les tentatives de connexion non autorisées. Quelques semaines plus tard, ils m'ont contacté avec une mise à jour préoccupante. La tentative d'accès provenait d'un endroit connu, la maison de mes parents. Ce n'était plus juste de la culpabilisation ou des menaces légales. Ils avaient vraiment essayé de me voler. J'ai envoyé un seul message à mes parents, je sais ce que vous avez fait. Vous avez 24 heures pour rendre l'argent volé, sinon je porte plainte. Le déni est arrivé presque instantanément. Ils ont agi comme s'ils étaient choqués, prétendant n'avoir aucune idée de quoi je parlais, disant qu'il devait y avoir une erreur. Puis Lucas m'a envoyé un message. Il a admis avoir essayé d'accéder à mon compte, mais pas pour voler. Non, selon lui, il voulait juste vérifier mes finances pour pouvoir aider papa et maman. Je lui ai dit exactement ce que c'était, de la fraude. Et je lui ai promis qu'il y aurait des conséquences. C'est alors que j'ai déposé une plainte à la police. La banque avait déjà signalé l'activité frauduleuse, et avec la trace IP confirmant d'où cela venait, c'était officiellement une affaire criminelle. Une enquête a commencé immédiatement, et mes parents, ils ont perdu la tête. Ils ont commencé à appeler, me suppliant d'abandonner, un message après l'autre, des supplications, des excuses, des histoires larmoyantes sur comment cela ruinerait la famille. Puis ils ont essayé de tordre la narrative. Ils sont retournés sur Facebook et ont publié une longue tirade dramatique sur comment j'essayais de faire arrêter ma propre famille pour un malentendu. Ils se sont dépeints comme les victimes. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Parce que maintenant, la famille élargie connaissait toute la vérité. Certains s'étaient déjà distancés après le fiasco de la poursuite. Maintenant, avec une fraude réelle sur la table, même ceux qui avaient initialement défendu mes parents étaient dégoûtés. Les gens les ont critiqués. Certains parents ont commenté publiquement leur publication, demandant pourquoi ils avaient essayé d'accéder à mon compte bancaire en premier lieu.
d'autres leur ont carrément dit d'assumer ce qu'ils avaient fait. Et puis l'inévitable est arrivé, Lucas a été convoqué pour un interrogatoire. La police n'a pas perdu de temps. Avec la coopération de la banque et les preuves numériques claires, Lucas a été emmené. L'enfant prodige, celui à qui tout avait été donné toute sa vie, faisait maintenant face à de vraies conséquences. Dès que Lucas a été convoqué pour un interrogatoire, ma famille a perdu la tête. Mes parents sont entrés en mode panique totale. Ils ont immédiatement commencé à faire du contrôle des dégâts, essayant de convaincre quiconque voulait écouter que tout cela était un malentendu. Leur première excuse ? Quelqu'un devait l'avoir piégé. Ils ont prétendu qu'un étranger avait dû utiliser le Wi-Fi de leur maison pour accéder à mes comptes, mais Lucas n'avait rien à voir avec ça. Cette excuse n'a pas tenu longtemps car les registres de la banque ne mentaient pas. La police avait des preuves numériques claires liant Lucas directement à la tentative de fraude. Quand il a été confronté, sa défense était pathétique. Il a prétendu qu'il vérifiait juste mes comptes pour voir si j'avais vraiment de l'argent parce qu'il voulait en emprunter. Oui, il a essayé de pirater mon compte bancaire parce qu'il voulait voir si je pouvais le renflouer. Et d'une manière ou d'une autre, dans son esprit, ce n'était pas un crime. Malgré les supplications de mes parents, les autorités ont refusé d'abandonner l'affaire. C'est alors que mes parents ont essayé de me soudoyer par une connexion commune. Ils ont envoyé un message proposant de me donner de l'argent de l'entreprise échouée de Lucas si j'abandonnais les charges. C'était presque comique. Ils étaient si désespérés qu'ils étaient prêts à donner le peu qu'ils avaient encore pour sauver Lucas. J'ai renvoyé une réponse simple, vous n'avez eu aucun problème à essayer de me voler. Maintenant, assumez les conséquences. Puis la vraie trahison de Lucas a été révélée. Un cousin m'a contacté avec quelque chose que je ne savais pas auparavant, apparemment, pendant des mois, Lucas m'avait dénigré dans mon dos, disant aux gens que j'étais égoïste, cupide et sans cœur. En même temps, il planifiait secrètement de me voler. Donc non seulement il avait essayé de pirater mes comptes, mais il jouait la victime en le faisant. Puis ma mère a eu sa dernière crise publique. Elle a publié une longue tirade sur Facebook sur comment aucun enfant ne devrait jamais se retourner contre sa famille. Elle a parlé de comment je les avais abandonnés, comment Lucas ne méritait pas ça, comment j'étais cruel de laisser mon propre frère souffrir. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Certains membres de la famille élargie l'ont critiqué pour la première fois. Ils lui ont dit qu'elle avait tort, car peu importe quoi, le vol était inexcusable. Et Lucas a commencé à tout perdre. Ses amis l'ont abandonné, ses partenaires commerciaux l'ont coupé, son nom est devenu toxique. Mes parents, réalisant qu'ils n'avaient plus d'option, ont fait une dernière excuse. Ils ont commencé à dire aux gens que Lucas était mentalement instable, qu'il luttait depuis longtemps, qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit quand il a fait ce qu'il a fait. Ils voulaient de la sympathie. Ils ne l'ont pas obtenu. Parce qu'en fin de compte, la loi s'en fichait. Lucas a été officiellement accusé de tentative de fraude. Mes parents ont envoyé un dernier message. Ils m'ont supplié, une dernière fois, de tout abandonner. Ils m'ont dit que cela ruinerait la vie de Lucas. J'ai envoyé un dernier texto à Lucas, tu as ruiné ta propre vie au moment où tu as essayé de me voler. Nous sommes finis pour toujours. Puis je les ai tous bloqués. L'affaire judiciaire contre Lucas a avancé rapidement. Avec des preuves claires de tentative de fraude, il n'avait pas de réelle défense. L'accusation n'a même pas eu à faire beaucoup d'efforts. Les registres bancaires, les journaux IP et sa propre excuse pathétique de « je vérifiais juste si je pouvais emprunter de l'argent » ont scellé son sort. Il a été reconnu coupable et condamné à payer des dédommagements pour les dommages. Mais il y avait un problème, Lucas n'avait pas l'argent. Alors l'effondrement financier de mes parents a commencé immédiatement. Les frais juridiques les avaient déjà épuisés, mais maintenant ils étaient responsables de couvrir ce que Lucas ne pouvait pas payer. Un cousin, l'un des rares parents qui me contactait encore occasionnellement, m'a lâché une bombe. Mes parents étaient sur le point de perdre leur maison. Apparemment, au fil des ans, ils avaient tout investi dans Lucas, chaque dollar disponible, chaque décision financière. Tout était pour le maintenir à flot, croyant qu'il était destiné à réussir. Mais il ne l'était pas, et maintenant il n'avait plus rien. Lucas a dû retourner vivre avec eux, sans emploi, déshonoré et maintenant condamné pour fraude. Même les quelques parents qui les avaient initialement soutenus ont commencé à couper les ponts. Personne ne voulait être associé à des gens qui avaient essayé d'escroquer leur propre famille. Pendant ce temps, je faisais l'exact opposé, je prospérais. J'avais une carrière stable, de bons amis,
une vie paisible. J'avais laissé derrière moi tout le drame, toute la culpabilité, toute la manipulation. Puis, de nulle part, mes parents ont fait une dernière tentative pathétique. Une lettre manuscrite est arrivée chez moi. Ils prétendaient m'aimer toujours, vouloir réparer les choses, regretter ce qui s'était passé. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée dans la cheminée et je l'ai regardée brûler. 1 an a passé. Puis, de nulle part, Lucas m'a recontacté, un message sur LinkedIn. Il voulait parler. Bloqué instantanément. Je n'ai même pas lu le message complet. À ce moment-là, la rumeur s'était répandue que mes parents avaient perdu la plupart de leurs amis à cause de leurs mensonges et manipulations. La réputation de Lucas était détruite pour toujours. Personne ne voulait travailler avec lui, personne ne voulait s'associer à lui. Et moi? J'avais la closure. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre. Pas de bagages, pas d'attente familiale, juste la paix. Et en fin de compte, c'était la revanche ultime.